Au XVIIIe siècle, la Corse est entrée dans la sphère française. Depuis, l'île a souvent occupé le devant de la scène à travers ce que l'on a rapidement appelé la question corse. Pourtant, cette histoire entre la Corse et l'ensemble national reste encore le plus souvent méconnue. Comment l'île est-elle devenue française? Quels ont été ses rapports avec les différents régimes qui se sont succédés à la tête de l'État? De quelle façon les Corses ont-ils participé à l'histoire de la France avant de voir se lever le vent de la contestation? Comment les gouvernements de la Ve République ont-ils réagi face à ces revendications? Pour tenter de comprendre, il faut retracer plus de 250 ans d'histoire politique. Corte, au centre de la Corse. C'est ici que s'est déroulé un événement majeur dans l'histoire de l'île, la construction d'un État corse indépendant, dirigé par Pascal Paoli. En 1755, après 20 ans de révolution contre le pouvoir de la République de Gênes, qui régnait sur la Corse depuis 5 siècles, les rebelles insulaires l'ont élu général de la nation. Ce nouveau chef, formé à Naples aux arts militaires et à la philosophie, a instauré un pouvoir moderne, inspiré par les idées nouvelles de son temps. Le gouvernement de Paoli, c'est 14 années qui sont des années de combat, mais aussi donc d'organisation de l'État corse, donc battre monnaie, avoir une flotte, avoir une armée, et bien évidemment, ce qui est au cœur de l'expérience politique, une constitution, l'une des premières des temps modernes, qui soumet l'État à la constitution, une idée de tolérance aussi, et élément central, l'éducation. Ce qui fait la renommée de Pascal Paoli, en fait, c'est un homme des Lumières, c'est-à-dire c'est un homme qui se sert des travaux des philosophes, et notamment de Montesquieu, pour mettre en place son gouvernement. On est loin, évidemment, de l'Europe du temps. L'Europe du temps, c'est une Europe de la France d'Ancien Régime, c'est-à-dire des pouvoirs monarchiques. Ce qui l'amène, évidemment, lui, c'est un pouvoir républicain. Durant le gouvernement de Pascal Paoli, la République de Gênes a conservé le contrôle des villes littorales. Elle sollicite alors plusieurs fois l'aide de l'une des plus grandes puissances de l'époque, la France. Le 15 mai 1768, après des années de présence française dans l'île, la République de Gênes et le roi Louis XV signent un nouveau traité à Versailles, avec cette fois une clause secrète. La République de Gênes est en difficulté économique, sa principale banque a fait faillite, et de son côté, la France de Louis XV est dans une politique qui existe déjà sous Louis XIV, de manière à conforter les frontières, qu'elles soient maritimes ou terrestres. On veut sanctuariser le futur hexagone, et donc bien évidemment, contrôler la Corse, c'est verrouiller l'accès au port de Toulon, à Marseille, et donc c'est très important de ce point de vue-là. Donc Gênes est finalement, qui est une république en déclin, est finalement très satisfaite de pouvoir se débarrasser de ce fardeau financier, sachant que la Corse n'est que, en quelque sorte, cédée momentanément, puisque le traité de Versailles prévoit que si Gênes veut récupérer la Corse, elle le pourra à condition de rembourser les frais qui ont été occasionnés par l'occupation militaire. Louis XV est bien décidé à s'imposer par la force. Près de 24 000 soldats vont débarquer dans l'île. Ils y essuient une défaite contre les hommes de Pascal Paoli à Borgo, au sud de Bastia. Il leur faut attendre 1 an avant de remporter une bataille décisive dans le centre de l'île, à Pontenove, le 9 mai 1769.
Après la défaite de ses troupes, Pascal Paoli doit se résoudre à quitter l'île pour l'Italie, avant de trouver refuge chez le grand ennemi de la France, l'Angleterre. Paoli ne peut pas s'engager dans une espèce de guérilla. Paoli a en tête véritablement qu'il est un État. Et c'est un État qui perd. Voilà. Il met ses troupes sont battues. Comme elles sont battues, et qu'il y a le départ de Pascal Paoli à partir de Porto Vecchio, à partir de ce moment-là, c'est la fin de la liberté politique. Les Corses repassent sous un gouvernement qui est un gouvernement étranger. Dans l'île, des partisans de Paoli vont continuer la lutte jusqu'en 1774. Mais ils vont se heurter à la répression des militaires français. Entre 1769 et 1774, on a une période terrible. Une période terrible tout simplement parce que la Corse est en fait livrée au département de la guerre. Il y a des morts, il y a des gens roués, il y a des gens pendus, il y a effectivement quelque chose qui est terrible. Mais disons, par rapport à la population de l'île, il faut savoir raison garder. Après des siècles de domination génoise, les Corses sont donc maintenant passés sous une nouvelle tutelle. Et certains vont tenter d'en tirer profit. Lorsqu'arrivent les Français, pour une partie de la notabilité corse, la France, c'est la France d'Ancien Régime. C'est la France où on va donner à des gens qui sont des notables la position que Paul ne leur a jamais donnée. Les privilèges apportés à la noblesse. Et donc, tout naturellement, ils basculent du côté des Français. Ce sera par exemple le cas d'un proche de Pascal Paoli, Charles Bonaparte, qui pourra, grâce à la reconnaissance de son titre de noblesse, envoyer son fils Napoléon et ses frères étudier sur le continent. Mais durant une vingtaine d'années, la Corse n'est pas tout à fait officiellement française. C'est un événement majeur qui va tout changer, la Révolution. Le 30 novembre 1789, sur proposition du député insulaire Christophe Salicetti, la toute jeune Assemblée nationale constituante vote un décret de réunion de la Corse à la France. Une réaction face aux velléités génoises de récupérer l'île. Et c'est le premier grand débat à l'Assemblée nationale sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Avec un fabuleux discours de Barnave qui dit « Mais attendez, vous vous trompez du monde », qui dit à l'ambassadeur génois. La Révolution efface le droit ancien. Tous les traités passés par les anciens régimes, aujourd'hui, ne sont plus valables. C'est un droit nouveau qui s'impose, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Louis XVI signe le décret en mars 1790. Cette fois, non seulement la Corse devient officiellement française, mais le nouveau régime est désormais en phase avec les idées de Pascal Paoli, qui est appelé à revenir après 20 ans d'exil. L'accueil initial de Paoli dans le Paris de la Révolution, ça l'a marqué, il est absolument prodigieux. On connaît ce que dit Robespierre au Club des Jacobins en disant qu'on reçoit vraiment une des figures de la liberté. Il est vu par Bailly, le maire de Paris, par Lafayette. Il devient à son tour une sorte de héros des deux mondes, puisqu'il intéresse aussi bien, l'Europe que l'Amérique. Au mois de juillet 1790, Pascal Paoli peut enfin retrouver son île, où il est entouré par de jeunes admirateurs, comme Charles-André Pozzo di Borgo et les frères Bonaparte. Le vieux général espère pouvoir désormais établir une forme d'autonomie. Mais il va bientôt être déçu. En 1793, alors que la terreur s'est installée dans le pays, Paoli et le nouveau régime révolutionnaire de la Convention nationale vont finir par s'opposer. La rupture entre Pascal Paoli et la France, plus généralement entre la Corse de Pascal Paoli, parce qu'il n'est pas seul et il est soutenu par une grande partie de la population,
est lié à l'évolution politique de la France, dans laquelle la monarchie a été abattue, et on sait que les députés corses, à l'exception de Salicetti, donc les députés à la Convention, ont tous voté pour un sursis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voté pour l'exécution immédiate du roi, ce qui signifie que la Corse n'accepte pas une radicalisation du pays, de la Révolution, qui est en train de se produire. Les nombreux désaccords entre Paoli et la Convention entraînent sa mise en accusation. La rupture est définitive. Les Corses doivent désormais choisir leur camp. La famille Bonaparte prend le parti de la France et doit précipitamment quitter l'île. Paoli a repris complètement ses billes, et d'ailleurs la démonstration, c'est qu'il dit aux gens d'enlever le drapeau français, il mettait le drapeau à tête de mort. On est redevenu indépendant. Et on va avoir, comme ça, à peu près 6 mois d'indépendance, de nouvelle indépendance de la Corse, entre juillet 93 et le début de l'année 94. Pascal Paoli, qui est élevé au rang de père de la patrie par ses partisans, va bientôt placer l'île sous la protection d'une puissance qu'il connaît bien, la grande rivale de la France en Méditerranée. Paoli va avoir à faire de nouveaux choix, et ça va être le choix de l'Angleterre, qui correspond aussi aux réalités du terrain. Il y a 3 villes qui restent aux mains des Français, c'est-à-dire Saint-Florent, c'est-à-dire Bastia, c'est-à-dire Calvi. Si je veux m'emparer de ces villes, je n'ai qu'une position, c'est d'avoir une flotte. Et la seule flotte en Méditerranée, c'est la flotte anglaise. Le nouveau royaume anglo-corse est alors dirigé par le vice-roi Sir Eliot et un nouvel homme fort, Charles-André Pozzo di Borgo, devenu l'ennemi de Napoléon Bonaparte. Mais 2 ans plus tard, à la suite d'une alliance entre la France et l'Espagne, les Anglais retirent leurs forces et Paoli est à nouveau contraint à s'exiler définitivement en Angleterre. Les troupes françaises reprennent alors place dans l'île. Les Corses observent maintenant l'incroyable ascension de l'enfant d'Ajaccio. Désormais un général célèbre, Napoléon Bonaparte organise un coup d'État en 1799 et devient premier consul, avant de se faire sacrer empereur 5 ans plus tard. Une dizaine d'années seulement après le passage officiel de la Corse dans l'ensemble national, l'un des siens devient le chef de l'État, mais il n'a pas oublié les événements passés. Alors Napoléon Bonaparte, quand il prend le pouvoir, a une politique vis-à-vis de la Corse qui est une politique extrêmement sévère, liée en particulier à ce souvenir du royaume anglo-corse, qui est une obsession pour Napoléon, parce qu'il considère que la Corse est encore un foyer de contre-révolutionnaires, de partisans des paolistes, qui ne cherchent finalement qu'à déstabiliser le pouvoir et à se détacher de la France. Donc cette obsession va le conduire à instaurer un régime d'exception en Corse dès le mois de décembre 1800, c'est-à-dire que la Corse n'appartient plus, ne fait plus partie de la Constitution, elle est un peu mise sur le même pied d'une certaine façon que les colonies françaises, qui ne sont pas non plus intégrées à la Constitution de l'an 8, donc qui est la Constitution qui fonde le consulat. On aimerait bien que Napoléon se soit véritablement intéressé à la Corse. Mais ça devient quelque chose de tout à fait secondaire. La Corse perd complètement son importance pour le personnage immense que devient Napoléon, empereur des Français et lancé dans la conquête pratiquement de l'Europe. Napoléon Ier lancera tout de même des projets en Corse, comme la route entre Bastia et Ajaccio, ou d'importants aménagements pour sa ville natale. Et il favorisera aussi l'ascension de certains de ses compatriotes. Napoléon Bonaparte a parmi ses compagnons d'armes des membres de familles corses. On songe bien entendu à Arrighi qui va l'accompagner en Égypte, à Sébastiani également, qui sera diplomate après avoir commencé une carrière militaire auprès de Napoléon. Et
Il n'y a pas que l'armée d'ailleurs qui est concernée. On peut prendre l'exemple par exemple de l'épiscopat. Il fait nommer quand même sur 60 évêques en 1802, 3 évêques corses, ce qui n'est pas négligeable. Sebastiani della Porta à Ajaccio, Colonna d'Istria à Nice, et puis surtout son oncle, l'abbé Fesch, à Lyon, qui deviendra également cardinal. Après la chute de Napoléon en 1815 et son exil à Sainte-Hélène, sa famille doit aussi quitter la France. La monarchie est restaurée. 2 frères de Louis XVI vont régner à leur tour, Louis XVIII puis Charles X. Une période durant laquelle la Corse est assimilée à l'empereur déchu. La légende noire de Napoléon qui se développe à partir de 1815 fait que la Corse est en quelque sorte délaissée. C'est une île vers laquelle la France de Louis XVIII et de Charles X ne se tourne guère. Il n'y a quasiment pas d'investissement, il n'y a pas véritablement de projet pour la Corse. En 1818, le Parlement français va voter des lois douanières très défavorables en fait à la Corse. Les produits corses entrent en métropole avec des droits élevés. À l'inverse, les produits français vont entrer en Corse sans droit de douane. Et par ailleurs, il est interdit à la Corse d'entretenir un commerce avec les États étrangers. Les lois douanières vont pénaliser le développement industriel et commercial de la Corse tout au long du XIXe siècle. Il faudra attendre 1912 pour qu'elles soient abrogées. Au mois de juillet 1830, une révolution entraîne la chute des Bourbons. C'est désormais un Orléans qui monte sur le trône, Louis-Philippe. Et le nouveau monarque va se démarquer de ses prédécesseurs, en s'appuyant sur la légende napoléonienne qui ne cesse alors de prendre de l'ampleur. Louis-Philippe est quelqu'un d'intelligent qui a compris qu'après la chute de la monarchie restaurée, l'hypothèse de la restauration de l'Empire était possible. On a crié dans les rues de Paris « Vive Napoléon II », le roi de Rome est encore à ce moment-là en vie. Donc il a compris que la population française pouvait être séduite par le retour d'un Napoléon au pouvoir. Et donc il joue là-dessus, il joue sur la légende napoléonienne. La famille Bonaparte reste en exil, mais Louis-Philippe valorise Napoléon Ier en achevant son arc de triomphe ou encore en plaçant sa statue au sommet de la colonne Vendôme. Mais en 1840, il accomplit son acte le plus symbolique, rapatrier les cendres de l'empereur de Sainte-Hélène. C'est une expédition qui est une expédition triomphale. Un navire part, la Belle Poule, recherché avec quelques compagnons encore en vie de Napoléon, ses restes. Et le retour est un retour tout à fait fantastique, avec une foule de plus d'1 million de personnes qui se pressent pour voir le navire remonter la Seine. Et le dépôt du corps aux Invalides est également un des grands moments qui fondent d'ailleurs une sorte de culte à Napoléon. Le tombeau de l'empereur va devenir désormais un des lieux de mémoire et un des lieux de culte de la légende napoléonienne. Mais bientôt, Louis-Philippe va devoir abdiquer à son tour face à la révolution de février 1848. La famille Bonaparte va maintenant être autorisée à rentrer en France et l'un des neveux de Napoléon Ier, Louis-Napoléon Bonaparte, s'est depuis longtemps mis en tête de prendre le pouvoir. Après avoir fait 2 tentatives de coup d'État pour renverser Louis-Philippe, en 1836 d'une part, en 1840 de l'autre, Louis-Napoléon Bonaparte a été enfermé à vie dans une forteresse à Ham, en Picardie. Il s'en est échappé au bout de 5 ans d'incarcération et il s'est réfugié en Angleterre. Et c'est depuis l'Angleterre qu'il apprendra l'avènement de la Deuxième République. Cette révolution de 1848 en Corse, eh bien, elle va se faire au cri de « Vive Napoléon, vive l'empereur ». Dans l'île, une chanson, l'Ajaxienne, célèbre le retour des Bonaparte, en fait. Hein, les exilés sont de retour, victoire, victoire, et la chanson va se diffuser dans toute l'île. La Sainte Famille est rentrée, les exilés sont de retour, les exilés sont de retour. Oh, les voici, victoire, victoire, qu'ils
va fêter dans sa maison l'enfant prodigue de la gloire, Napoléon, Napoléon. En 1848, durant l'année 1848, 4 neveux de Bonaparte, de Napoléon, sont élus dans l'île, dont Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III. En fin d'année 1848, une élection présidentielle a lieu. Il est candidat à cette élection présidentielle et il va se faire élire triomphalement le 10 décembre 1848, premier président d'une république française. En Corse, il va recueillir plus de 96% des suffrages. Et dans toute la Corse, évidemment, on célèbre cette victoire. C'est l'arrivée d'un nouveau Bonaparte à la tête de l'État français. Mais l'impossibilité de se représenter pour un nouveau mandat et des rapports de plus en plus difficiles avec l'Assemblée entraînent bientôt le prince-président vers un coup d'État, le 2 décembre 1851. Un an plus tard, il rétablit l'Empire et devient Napoléon III. Le nouvel empereur se révèle être un bâtisseur qui va transformer le visage de Paris et celui de la France. Et il ne va pas oublier le berceau familial. De nombreux travaux sont ainsi lancés dans l'île à cette époque, avec l'objectif de la moderniser et de développer son économie. En Corse, il y a nombre de projets qui seront mis en place avec l'amélioration des voies de communication, routes impériales, chemins forestiers pour notamment l'exploitation du bois, amélioration également de la navigation portuaire et mise en place de rotations plus fréquentes entre la Corse et le continent, notamment avec 2 destinations qui sont Marseille et Nice. Mais il y a d'autres projets qui voient le jour avec notamment la construction de pénitenciers agricoles à Casabiande, à Bastia, ou également celui de Cotitiave à côté d'Ajaccio. Dans une époque qui va voir se réaliser l'unité de l'Italie qui l'a facilitée, l'empereur affiche aussi une autre volonté, achever la francisation de la Corse. Napoléon Bonaparte commandite un certain nombre de rapports pour voir comment se fait l'intégration de la Corse à la France. Et dans ces rapports, on lui indique que l'italien reste la langue dominante dans l'enseignement. Dès qu'il aura les mains libres, dès le début du Second Empire, dès l'année 1853, il imposera l'enseignement du français dans les écoles de Corse. Et en 1858, nous franchirons une étape supplémentaire puisque l'italien sera interdit. Bon, en fait, Napoléon III, c'est le grand intégrateur. C'est lui qui parachève véritablement une opération, on peut dire, que la monarchie de Juillet déjà avait entamée. Et c'est le grand intégrateur, pourquoi? D'abord parce que c'est le moment où l'État devient un État moderne. Une administration se met en place, je veux dire par là une administration qui recrute énormément de personnes. Donc le système clanique en Corse va permettre le recrutement de ces personnes-là, ce qui veut dire la nécessité, l'obligation de parler français. Parmi les outils que Napoléon III va utiliser pour franciser les Corses, il y a l'institution militaire. L'armée offre un débouché pour les jeunes qui n'ont pas besoin de formation, et elle ouvre surtout des perspectives de carrière qui avaient déjà été amorcées pendant les régimes précédents, mais on voit là vraiment qu'il y a un véritable potentiel, un véritable engouement qui va finalement participer à cette intégration des Corses à la nation française. Napoléon III entretient également la légende de son oncle, par une statuaire impériale qui fleurit un peu partout. Les grandes familles bonapartistes sont aussi honorées. À Corte, une place est dédiée au duc de Padoue, Jean-Thomas Arrighi de Casanova, avec une sculpture signée Auguste Bartholdi, le créateur de la Statue de la Liberté de New York. À Ajaccio, c'est le général Jean-Charles Abatucci qui est mis à l'honneur. Des personnages dont les descendants sont toujours influents à Paris, parmi de nombreux autres Corses.
Napoléon III est entouré, pas seulement, mais de Corses qui ont, pour certains, appartenu à des familles déjà actives sous le Premier Empire. On peut citer par exemple Abatucci, qui va devenir ministre de la Justice en 1852, qui est un des plus proches conseillers de Louis-Napoléon Bonaparte quand il est à la présidence de la République et qui est au cœur finalement du système impérial à partir de 1852. Bon nombre de familles que sont les Gavini, les Abatucci, les Casabianca, mais encore les Dornano, pour n'en citer que quelques-unes, voient évidemment, avec l'arrivée de la famille Bonaparte, la possibilité d'insérer des strates beaucoup plus importantes au niveau de la politique à la fois locale, mais surtout nationale, soit au sein du Sénat impérial, soit au sein du corps législatif, ou encore au sein du Conseil d'État. Mais d'autres vont effectuer de prestigieuses carrières au sein de l'administration préfectorale. C'est le cas des deux frères Pietri de Sartène, Joseph-Marie et Pierre-Marie, qui seront tous deux d'époques différentes, mais qui seront préfets de police de Paris, ou c'est encore le cas de Denis Gavini, les Gavini de Campile, qui lui aussi effectuera une magnifique carrière en tant que préfet. Et Denis Gavini, par la suite, deviendra à partir de 1870 le principal chef de file de la droite bonapartiste corse. Le règne de Napoléon III prend fin en septembre 1870, après la défaite de ses troupes à Sedan contre la Prusse. L'ex-empereur part en exil en Angleterre, où il mourra 3 ans plus tard, et où il repose toujours. Le Second Empire terminé, la France décide d'adopter une nouvelle république, la Troisième. Le rejet du régime impérial, qui alimente alors la presse nationale, va se reporter sur la Corse, qui demeure un véritable bastion bonapartiste. Dans la mesure où la Corse continue d'élire des candidats bonapartistes, cette campagne anti-bonapartiste, eh bien, elle dérive vers une forme de campagne anti-corsiste. Le journaliste Henri Bélanger, par exemple, lui demande à ce que la Corse elle, soit vendue à la Prusse. Georges Clemenceau, aux parlementaires, leur demande finalement de la revendre pour un franc symbolique à l'Italie. C'est comme en 1814, rappelons-nous Chateaubriand en 1814, c'est la même chose. C'est-à-dire que la haine des Bonaparte et du régime bonapartiste et de la répression, c'est comme des régimes répressifs dans les deux cas, les Corses y sont associés, ils sont mélangés. Et on mélange effectivement bonapartisme, répression et Corse. Et il y a une haine, oui, une haine des Corses qui se manifeste à ce moment-là. Ça va créer des réactions importantes et dans l'île, d'abord les bonapartistes, mais également des républicains qui commencent à arriver sur la scène politique départementale et qui expliquent en fait que tous les Corses ne sont pas bonapartistes et qu'il ne faut pas évidemment tout mélanger. Pour s'imposer en Corse, la République va s'appuyer sur un nouveau venu, le journaliste parisien d'origine ajaxienne, Emmanuel Arène. L'une des missions d'Emmanuel Arène sera de républicaniser la Corse. Il faut la sortir d'entre les mains de ce bonapartisme, il faut la sortir aussi d'entre les mains de ces grandes familles qui règnent en maître dans l'île et par le biais du clanisme et du clientélisme. On pourrait décrire la Troisième République comme la mise en place d'une concurrence politique plus forte. C'est-à-dire que ces anciennes familles, les Rocasser, les Gavini, resteront, et pendant encore très longtemps, des familles dominantes politiquement en Corse, mais elles vont se retrouver confrontées à un nouveau personnel politique, à de nouveaux réseaux politiques autour du parti républicain, qui va devenir ensuite les radicaux. Emmanuel Arène va rapidement trouver des soutiens dans l'île, notamment dans le centre corse avec une très ancienne famille de notables du village de Venaco, les Giacobi. Il y avait 4 frères en fait. Mon arrière-grand-père était parlementaire, fait la politique nationale. Le frère Formose, qui était celui qui n'avait pas fait d'études dans la famille, enfin pas beaucoup, d'avoir son baccalauréat, était le maire de Venaco, puis le conseiller général, de Vezzani d'ailleurs.
Un autre frère était sous-préfet. Et le dernier frère était un capitaine de l'armée qui est mort en 1870 sur le champ de bataille de Sedan. Mon arrière-grand-père, qui s'appelait Marius, ne commence pas du tout par la politique. D'abord, il va se faire nommer vice-consul de France à Panama. Il rentre en Corse, il s'inscrit comme avocat, et finalement, il se lance dans une politique active qui aboutit à la fin, je crois en 1898, à ce qu'il soit élu député. À la fin du XIXe siècle, les notables influents du Second Empire, comme les Pietri ou les Gavignes, ont accepté de rallier la République en prenant la tête de la droite insulaire. Dans le sud de l'île, 2 de ces familles, proches depuis longtemps, se sont même alliées à la faveur d'un mariage, les Abatucci et les Roccaseira. Pour les Abatucci, vraiment le moment de la plus grande gloire, c'est les généraux d'Empire, c'est le général de la Révolution d'abord, et ensuite son fils, qui meurt à 26 ans, général à Huningue, qui est brillantissime, plus jeune général de France, je pense, à l'époque, puisqu'il était plus jeune général que Bonaparte. Ensuite, tout le XIXe siècle, tout le Second Empire, et puis même au-delà, avec des parlementaires. Chez les Roccassères, la Troisième République ne va pas créer de rupture. Il va y avoir toujours des élus, qu'ils soient élus à Porto-Vecchio ou dans la région, donc maires, conseillers généraux de la Corse, qui était à ce moment l'organe politique majeur, et même parfois députés. Bien décidée à s'enraciner en Corse, la République va employer les grands moyens. Elle concrétise un projet initié par Napoléon III, le chemin de fer. Un chantier titanesque dans cette île montagneuse. Une véritable prouesse technique réalisée en une quinzaine d'années avec la participation de grands ingénieurs tels que Gustave Eiffel. La volonté, c'est véritablement d'en faire un objet politique, un objet de républicanisation. Mais c'est aussi un objet politique parce que ce sont vraiment les républicains opportunistes qui tiennent le projet dans son ensemble, y compris le jury d'expropriation. Et quand on regarde un petit peu le tracé du chemin de fer, on s'aperçoit que parfois il est dans les vallées et parfois il monte en fait vers certains villages. Je pense notamment à Venaco, où on aurait pu faire un tracé un peu plus facile, sauf qu'on fait monter le train jusqu'à Venaco parce que, évidemment, c'est une terre précocement républicaine et on fait plaisir aussi aux Jacobi. Mais malgré ces efforts, la Corse n'a pas réellement tiré les bénéfices de la révolution industrielle. Sa situation économique est toujours difficile. Nombre d'insulaires sont obligés de partir pour trouver un emploi, notamment dans les colonies. On a cette représentation de Corse qui aurait participé à la colonisation française plutôt à des rangs subalternes. En réalité, la sociologie des coloniaux corses est beaucoup plus diversifiée. Et on les retrouve effectivement aussi bien dans des rangs subalternes que parmi, par exemple, les diplômés de l'École nationale de la France d'outre-mer, ce qu'on appelait colo, l'école coloniale. On forme les administrateurs qui deviennent les chefs finalement de l'Empire. On les retrouve chez les officiers et également dans certaines colonies dans le privé, dans le domaine du service, de l'hôtellerie par exemple. Si les colonies jouent un grand rôle dans l'intégration des Corses à la France, la République va également s'attacher, comme dans l'ensemble du pays, à imposer la langue française, notamment à travers ses instituteurs, que l'on a surnommés les hussards noirs de la République. La corsophonie régnait en maître. La langue corse était utilisée par tous, dans les villes et dans les villages, et le français surnageait où ? Il surnageait à l'école, où finalement c'était le lieu où on apprenait le français, mais on l'apprenait un peu comme une langue étrangère, en fin de compte. Revenus à la maison, les écoliers s'exprimaient à nouveau en corse. Les maîtres s'exprimaient en corse, une fois qu'ils avaient quitté leur salle de classe. Et je dirais, ces maîtres étaient particulièrement inflexibles, ils étaient particulièrement sévères, durs, à l'égard des élèves qui, par malheur, laissaient échapper un mot, une phrase en langue corse. Mais pour bien apprendre une langue, il ne fallait en connaître qu'une. Et en l'occurrence, c'était le français. En cette fin de 19e siècle, apparaît un premier mouvement régionaliste, avec Santu Casanova qui crée A Tramuntana, un journal rédigé en langue corse,
qui dénonce la situation économique, sociale et politique de l'île et affiche la volonté de prouver qu'il existe une véritable identité culturelle corse. Donc Santo Casanova, c'est la réaction à cette république qui est en train de se mettre en place. C'est cette république qui est en train de gommer toutes les spécificités. C'est cette république qui est aussi en train de gommer toutes ces langues régionales et qui est en train de gommer toutes ces identités. La langue corse, elle s'écrit déjà, hein, on l'a plus ou moins codifiée, mais on en fait véritablement de cette langue corse un outil d'un média, d'un journal. Hein. Adramontana, c'est un hebdomadaire qui est particulièrement lu dans la Corse, j'allais dire, de la Belle Époque, mais qui est véhiculé et porté par une idéologie qui est une idéologie qu'on peut qualifier de réactionnaire, hein, réactionnaire au sens où on y retrouve véritablement l'idéal de la droite française de la fin du XIXe siècle, anti-parlementaire, antisémite aussi d'une certaine façon, et Adramontana, c'est un journal qui, par exemple, pendant l'affaire Dreyfus, a pris fait et cause contre Dreyfus. Lorsque s'ouvre le XXe siècle, l'île, qui était déjà dans une situation difficile, vient de subir une grave crise agricole et ses activités industrielles et commerciales restent embryonnaires, notamment en raison des lois douanières défavorables, toujours en vigueur. Dès 1908, un rapport de Clémenceau, qui était alors ministre de l'Intérieur et des Cultes, qu'il avait produit pour le président de la République, Armand Fallières, en fait, montrer la pauvreté extrême de la Corse. Et dans ce rapport, il est dit que nul autre endroit en Europe n'est comparable à ce qu'est la Corse. Alors une loi sera votée en 1912, une loi qui prévoit une subvention annuelle pour redresser économiquement et financièrement la Corse, et puis la loi prévoit aussi une modification radicale du régime douanier. Sauf que la loi, elle est votée en 1912, mais 2 ans plus tard, débute le conflit. Et l'argent ne va pas aller vers la Corse. L'argent va prendre le chemin en fait du front. Durant la Première Guerre mondiale, les Corses vont payer un lourd tribut. Un véritable traumatisme va rester gravé dans les esprits, accentué par les critères de mobilisation particulièrement sévères qui ont été appliqués dans l'île. Le général Brunceau, qui est le gouverneur militaire de la Corse, mobilise toutes les classes et les pères de familles nombreuses. Ça veut dire que des hommes qui ont une vingtaine d'années, jusqu'à ceux qui ont 48 ans, qui font partie de la territoriale, se retrouvent mobilisés dès les premiers jours du mois d'août. Et dès ces premiers jours, ils sont dans les bateaux. Et ils partent tous vers le front, c'est-à-dire qu'ils partent vers les premières lignes. Ils partent au feu. On est autour de 52 800 mobilisés, on a 25 000 blessés, mais on a 11 000 morts. Donc quand on calcule, en fait, les pourcentages sont nettement supérieurs aux pourcentages nationaux. C'est pour ça que la Corse se situe dans le haut des départements, voire l'un des premiers départements qui a payé le prix le plus fort, en fait. Les lendemains de la Première Guerre mondiale, en fait, marqués par un marasme économique, marqués par la douloureuse fissure démographique et ayant payé le prix du sang le plus fort, la Corse attend beaucoup de cette nation. Et comme elle attend beaucoup, et qu'il y a peu de choses qui finalement arrivent, je dirais que cela va favoriser aussi l'émergence de mouvements régionalistes qui, par l'intermédiaire de revues, elles sont une dizaine, dont celle notamment d'Amouvre, fondée par Petruroc, se lance dans ce combat qui récupère un petit peu l'héritage de Santo Casanova avec les mêmes éléments, c'est-à-dire une nation, un peuple, une histoire, une identité, une langue et une religion. L'entre-deux-guerres est aussi marqué par l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération d'élus corses. À gauche, le grand démographe Adolphe Landry, successeur d'Emmanuel Arène. Bientôt rejoint par son gendre, César Campinki, un ténor du barreau parisien.
À droite, l'économiste François Pietri récupère l'héritage des Gavini. Ces chefs de parti vont rapidement évoluer dans les plus hautes sphères de l'État et vont tenter de sortir leur île du marasme. On voit que la capacité d'influence des réseaux politiques localement doit beaucoup à la façon dont certains leaders et certains notables sont en mesure d'exercer une influence au sein de l'appareil d'État. Pas pour rien que beaucoup d'entre eux, enfin certains d'entre eux en tout cas, vont être ministres, aussi dans des ministères qui sont relativement importants pour la Corse, la marine, etc. C'est des lieux de distribution d'emplois relativement importants, c'est des lieux aussi importants pour le rapport avec les colonies. Donc je pense que ce qui caractérise quand même cette période, c'est le fait que l'accès aux ressources centrales devient fondamental pour la survie, la structuration des réseaux politiques de type clanique. Les relais locaux de ces hommes d'État appartiennent toujours aux mêmes familles qu'à la fin du XIXe siècle, avec deux nouveaux chefs de file. Côté piétriste, le docteur Camille de Rocazère, et chez les landristes, l'avocat Paul Jacobi. Mon grand-père commence à faire de la politique, revient en Corse à la mort de son père en 1918 ou en 1919. C'est un personnage qui s'est concentré sur le local alors qu'a priori il n'était pas fait pour ça. Il avait vécu toute sa jeunesse et son enfance à Paris, il était élève au lycée Henri IV, il a fait ses études de droit à Paris. Donc c'est assez curieux ce retour, de même que mon arrière-grand-père avait une vie aventureuse, une vie à Panama, une vie incroyable pour l'époque, une vie à Paris très brillante, très mondaine, riche. Et puis il revient en Corse. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant d'ailleurs sur le plan intellectuel ou sociologique que de voir ces gens-là qui étaient des Parisiens, qui étaient des gens appartenant à un milieu plutôt intellectuel, etc., et qui rentrent, j'allais dire s'enterrer, mais c'est un bonheur de s'enterrer à Vénaco. Mon grand-père vivait, qui était médecin, qui a fait ses études de médecine à Paris, a beaucoup vécu à Paris, mais les sessions je dirais, à l'Assemblée nationale, pas comme aujourd'hui, elles sont restées très longtemps, des sessions qui étaient la session d'automne, la session de printemps, donc et donc, il ne pouvait pas se déplacer toutes les semaines, faire des allers-retours. Donc forcément, c'était des périodes plus longues qui permettaient d'avoir aussi, par l'intermédiaire de tous ces Corses qui jouaient un rôle essentiel sous la Troisième République, Pietri 4 fois ministre et d'autres, d'avoir l'entre-gens suffisant pour pouvoir régler des problèmes, en tout cas avoir l'accès au plus haut niveau du pouvoir, obtenir pour la Corse certaines choses. Le chemin de fer, il ne faut pas l'oublier, à l'époque de mon grand-père, grâce à lui, est arrivé à Porto Vecchio. Mais dans cette époque marquée par la montée des tensions en Europe, la Corse doit alors faire face à une menace, l'irrédentisme. Cette vieille idée italienne de récupération des territoires perdus est reprise par le dirigeant fasciste Mussolini, qui réclame notamment la Corse. L'écho que l'irrédentisme va recevoir en Corse, il est éminemment négatif. Certes, il y a une minorité de Corses qui vont s'y rallier, généralement venant de l'extrême droite ou de la droite ultra-conservatrice, qui a toujours eu des liens avec le fascisme italien. Et on retrouve également une partie du mouvement autonomiste. Mais le premier réflexe des Corses face à cette propagande, c'est évidemment le rejet. Le rejet au titre de la Corse française, avec tout l'argumentaire du sacrifice de la Grande Guerre et de l'engagement traditionnel, entre guillemets, depuis 200 ans des Corses envers la France, mais aussi le rejet de cette italianité refoulée qui est liée au processus de francisation et qui voit à travers l'italien, finalement, cette figure et ce stéréotype négatif du Lucchese auquel on ne veut pas être assimilé. Le 15 août 1938, César Campinki, alors ministre de la Marine militaire, inaugure le monument dédié à Napoléon Ier sur la place du Casone et à Ajaccio, pour rappeler les liens entre la Corse et la France. Le 4 décembre à Bastia, des milliers de personnes se rassemblent devant le monument aux morts de 14-18, autour du président local des anciens combattants, qui prononce un serment qui fera date. Face au monde, de toute notre âme sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir français.
Et en janvier 1939, c'est le chef du gouvernement, Édouard Daladier, qui se rend en personne dans l'île pour rassurer la population. Tandis que retentissent des acclamations sans fin, le président du Conseil est accueilli sur le sol corse par messieurs Campinki, Pietri, Landry, de Roccassera et de nombreuses personnalités de l'île. Des milliers de Corses sont massés tout le long du parcours. Villageois, pêcheurs, paysans et paysannes, descendus de leurs montagnes d'Ebiza, de Porto, de Bocconiano, pour proclamer à la face du monde leur attachement à leur seule patrie, la France. Mais avec la Seconde Guerre mondiale et la défaite de la France, les Corses vont voir la menace de l'annexion italienne devenir de plus en plus concrète. Le maréchal Pétain et Pierre Laval, qui dirigent désormais le pays, vont-ils céder l'île à Mussolini? Devant leur refus de se prononcer, Paul Jacobi refuse de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Adolphe Landry s'abstient. César Campinki s'embarque avec d'autres parlementaires pour continuer la lutte en Afrique du Nord. François Pietri, lui, à l'image de la droite corse, joue la carte du nouveau régime. Il devient ministre avant d'être nommé ambassadeur dans l'Espagne du général Franco. En novembre 1942, en réponse au débarquement allié en Afrique du Nord, les Allemands et les Italiens envahissent la zone sud de la France. Et Mussolini met sa menace à exécution en envoyant 80 000 soldats occuper la Corse. Les Italiens prennent possession militairement de la Corse. Donc là, c'est un véritable traumatisme collectif, vraiment, c'est vraiment le terme qu'il faut employer dans l'imaginaire insulaire, puisque pour les Corses, c'est une annexion de fait de l'île à l'Empire italien. La résistance s'organise et plusieurs missions secrètes sont envoyées depuis la France libre à Alger. Mais c'est un mouvement créé par les communistes qui va rassembler les diverses tendances, le Front National. Ce qui fait la spécificité de la Corse, c'est le seul territoire français où finalement la résistance a été unifiée. Et ce Front National, créé par le PC, va apparaître comme le meilleur rempart contre Mussolini. Le meilleur rempart pour la Corse française. Au lendemain de la capitulation de l'Italie, le 9 septembre 1943, les résistants corses, sans attendre un éventuel débarquement, lancent une insurrection et s'emparent des institutions locales. Mais des troupes françaises venues d'Alger ne tardent pas à les rejoindre, afin de tenter de freiner les Allemands qui remontent de Sardaigne pour rejoindre leurs forces en Italie. Le 4 octobre 1943, les derniers Allemands parviennent à quitter Bastia. La Corse devient alors le premier département français libéré. Mais elle est alors au centre d'un autre conflit, celui des généraux de Gaulle et Giraud, qui se partagent le pouvoir à la tête du CFLN, la direction de la France libre basée à Alger. Depuis des mois, le général Giraud a fourni des armes aux résistants corses sans en avoir informé son rival. Le général de Gaulle va alors en profiter pour montrer aux Alliés qui accordent plus de légitimité à Giraud que celui-ci a pris des risques politiques en aidant les communistes à prendre le pouvoir en Corse. La grande réussite du général de Gaulle dans l'affaire de Corse, c'est d'avoir su démontrer aux Alliés qui soutenaient le général Giraud qu'il est le seul représentant de la France, de la vraie France, comme il disait lui-même, c'est-à-dire de la France combattante, de la France résistante. Cette récupération politique de la libération de la Corse contre Giraud permet à de Gaulle d'éliminer Giraud de la coprésidence du CFLN. La Corse a joué là un rôle important dans la, victoire politique de Gaulle. Le 8 octobre 1943, le général de Gaulle effectue une tournée triomphale dans l'île.
Il lui reste maintenant une mission à accomplir, récupérer le pouvoir, en installant son ami Charles Luizet et son adjoint François Coulet à la préfecture. Car les Américains projettent d'occuper la France après la Libération pour éviter une guerre civile. Le général de Gaulle veut leur prouver qu'il peut rassembler les différents mouvements de résistance autour de sa personne, y compris les communistes. Une restauration républicaine qu'il va ensuite appliquer au niveau national, lorsque la France sera libérée un an plus tard, avec notamment Coulet à la tête de la Normandie et Luizet comme préfet de Paris. Donc on voit bien que là, la Corse a vraiment servi de laboratoire et d'expérience aux fonctionnaires gaullistes pour enraciner le pouvoir du général de Gaulle au niveau national à partir de 1944. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Corse est une nouvelle fois dans une situation alarmante que les gouvernements de la 4e République ne vont pas arriver à changer. En mai 1958, l'île jouera de nouveau un rôle dans le retour du général de Gaulle au pouvoir. Mais alors que la France entrera bientôt dans l'ère prospère des 30 Glorieuses, la Corse continuera à souffrir d'un réel sous-développement et sera confrontée à une série de crises majeures. La fin de l'empire colonial, la guerre d'Algérie et l'arrivée des rapatriés, les menaces sur l'environnement et les attentes d'une jeunesse en quête de nouveaux repères vont faire naître une vague de contestation et placer une nouvelle fois la question corse au cœur du débat national. Il y a 250 ans, la Corse a été intégrée à la France et a pleinement participé à son histoire, en lui donnant notamment 2 empereurs, plusieurs hommes d'État et de nombreux fonctionnaires et militaires. Mais ces difficultés économiques et sociales ont rapidement fait naître ce que l'on a appelé la question corse. Les premiers mouvements revendicatifs apparus dès la fin du XIXe siècle sont longtemps restés minoritaires, mais ils vont bientôt prendre une ampleur inégalée. Comment est née cette contestation? Pourquoi a-t-elle tourné à la confrontation? Et comment les différents gouvernements ont-ils tenté de régler ces problèmes? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Corse jouit du prestige d'avoir été le premier département français libéré et de s'être battue pour rester française face aux volontés d'annexion des fascistes italiens. Mais sa situation reste moribonde. Elle souffre d'un retard dans tous les domaines, aggravé par l'exil chronique de ses habitants. On est au sortir d'une période économiquement catastrophique, il faut bien le dire, après la Seconde Guerre mondiale, une économie et une Corse qui sont à l'agonie. La Corse est la seule île méditerranéenne qui, au milieu du XXe, a moins d'habitants, finalement, qu'au milieu de, ou à peine plus, 1000 ou 2000 de plus, qu'au milieu du XVIIIe. Il n'y a pas d'autres cas en Méditerranée, ça n'existe pas. Donc on est vraiment au fond du trou. Tout le monde était persuadé que dans l'entre-deux-guerres et jusqu'à l'après-guerre, la Corse était à 250, 280 000 habitants. Et l'INSEE, quelques années plus tard, découvrira qu'à 2 reprises au moins, lors de recensement, la Corse avait été surévaluée de 100 000 habitants. Pour une île où il y avait 260 à 280 000 habitants, 100 000 habitants, ça fait une proportion absolument gigantesque. Et donc, là aussi, il y avait un phénomène de véritable dépeuplement de l'île. Il faut faire venir les 3/5 de ce qui sert à la vie. Grever, bien entendu, des frais supplémentaires de transport, retour à vide compris, puisqu'il n'y a rien à exporter. Ce qui pèse sur les prix. On a pu rire de cette prime d'insularité demandée par les Corses, mais disent-ils, ne sommes-nous pas en France? On dirait que la Corse a été oubliée pendant des décades de progrès matériels, comme elle l'avait été par des siècles d'isolement. On dirait qu'elle se contente d'être, avec ses paysages qui peuvent compter parmi les plus beaux du monde, une patrie pour petits retraités. Le niveau de vie moyen des Corses représentait 30% du niveau de vie moyen des Français. Donc incontestablement, à ce moment-là, la Corse était la région la plus pauvre de France et elle n'avait pas
d'industrie et n'a pas eu l'activité industrielle qui a fait la richesse de la plupart des régions de France sous la Troisième République. Et donc, les Corses étaient obligés de partir. Pour gérer cette situation, de nouveaux élus arrivent au pouvoir dans l'île. Dans l'immédiate après-guerre, un courant jusque-là très faible a pris de l'importance grâce à son action dans la résistance, le Parti communiste. Mais les anciens clans au pouvoir depuis la fin du XIXe siècle sont toujours présents, avec deux nouveaux visages qui vont s'imposer pour des décennies. À gauche, le journaliste François Giacobbi, et à droite, le médecin Jean-Paul de Rocazera. Le système politique qu'on a appelé traditionnel, fondé sur les allégeances personnelles, sur les rapports particulier entre l'électeur, enfin la famille et le patron, il y a quelque chose d'extrêmement solide, je veux dire notamment grâce au soutien financier des différents gouvernements et au prix, je veux dire, d'un respect de la légalité républicaine qui était très variable. Ces élus et les différents gouvernements vont tenter de trouver des solutions aux problèmes de la Corse. En 1957 est lancé le plan d'action régional, qui va s'appuyer sur deux domaines prioritaires, l'agriculture et le tourisme, avec la création de deux sociétés d'économie mixte. La Somivac, société de mise en valeur de la Corse, chargée d'aménager des terres de la plaine orientale assainies par les Américains durant la guerre. Et la SETCO, la Société pour l'équipement touristique de la Corse, qui prévoit la construction de nombreux hôtels les pieds dans l'eau pour recevoir les premiers touristes. Une initiative rapidement imitée par des groupes privés. On retrouve ce développement touristique à outrance et cette construction d'infrastructures touristiques à peu près partout sur les côtes méditerranéennes, en montagne avec des stations comme Tignes, des stations comme Flaine qui vont être des véritables, des véritables villes avec des immeubles absolument monstrueux en haut des montagnes. Donc on a un développement comme ça d'infrastructures qui paraît à l'époque totalement logique et conforme à l'idée qu'on se fait du progrès. Ça et là, les lagunes, les plages, les calanques voient s'installer de confortables hôtels conçus dans le respect des beautés naturelles du paysage. Heureusement d'ailleurs, car 170 000 touristes sont venus en Corse l'année dernière. Cette année, combien seront-ils de plus? Très vite, on se rend compte que les actions qui sont menées, d'abord, sont menées parfois en dépit du bon sens. Il y a des projets économiques qui sont laissés au jeu du marché, essentiellement c'est laissé au jeu du marché, malgré la Somivac et la SETCO, et on se rend compte que le jeu du marché, ce sont de grands groupes français ou internationaux qui achètent sur le littoral des zones considérables pour des projets parfois pharaoniques. L'économie touristique qui se met en place échappe en grande partie aux insulaires. Donc de ce côté-là, il y a le sentiment que le développement n'est pas pour les Corses. À ces inquiétudes viennent se rajouter une succession de décisions et d'événements qui vont aggraver les problèmes. Dès 1959, dans un souci d'économie, l'État réfléchit à la fermeture du chemin de fer de la Corse, qui avait été le symbole de l'implantation de la Troisième République dans l'île. C'est alors que les communistes créent le mouvement du 29 novembre. La bataille pour le chemin de fer était une bataille très importante en Corse qui a duré longtemps. Quand on l'a construit au début, à la fin du 19e siècle, on se battait contre lui. Puis après, tout le monde le voulait. Et après, on a tenu à fond pour le garder parce que c'est devenu emblématique de la Corse. Et donc, on a obtenu le maintien du chemin de fer grâce à l'Action populaire qui l'a défendu en même temps que l'Argentine, le mois du 29 novembre 1959. L'Argentine, c'est l'autre projet de l'État qui va entraîner une forte mobilisation. En pleine guerre d'Algérie, le gouvernement réfléchit à transférer en Corse, dans le massif de l'Argentine, les expérimentations nucléaires jusque-là effectuées dans le Sahara. L'indignation dans l'île est générale. Le projet va être extrêmement mal vécu par la population de l'île en rapport avec ce sentiment d'attachement très fort des Corses à la République et donc finalement un sentiment d'amour trahi. Comment la France ose d'une certaine façon nous considérer comme la déchetterie, la poubelle de son territoire et proposer ce centre d'expérimentation dans l'île alors qu'aucune autre région continentale ne le souhaite. Mais dans ces années, la question qui domine est bien ce qui se passe en Algérie. En mai 1958,
Lorsque des militaires organisent à Alger un putsch pour garder l'Algérie française, la Corse va devenir leur base avancée, avec la constitution de comités de salut public. Des événements qui débouchent sur le retour aux affaires du général de Gaulle, qui met en place la Ve République. Mais la perte par la France de ses colonies et l'accession à l'indépendance de l'Algérie en 1962 vont avoir des conséquences directes sur les Corses. En Corse, les choses sont franchement difficiles et dramatiques. Pourquoi? Parce que la Corse est encore plus près de l'Algérie, je dirais, que la moyenne du territoire, que la moyenne du continent, dirais-je. Voilà. Parce qu'on a beaucoup de Corses qui sont là-bas, qu'il y a beaucoup de Corses qui sont dans l'armée. Il y a un climat de rancune à l'égard de la France. C'est ce lien très fort de la Corse avec la France que la guerre avait forgé. Il a connu un délitement. On a une partie des Corses qui sont déchirés. Moi, je dis certains sont des soldats perdus de l'Algérie. Il y a eu de grands noms dans la politique corse qui étaient des soldats perdus de l'Algérie, parce que ça a été une incompréhension. Ceux-là même qui avaient un amour pour la France vont après détester, non pas la France, parce que la France, c'est des millénaires, détester la Ve République. Avec l'indépendance de l'Algérie et la décolonisation, la France doit trouver des solutions pour gérer le flot toujours plus important de rapatriés. En Corse, plus de 17 000 vont venir s'installer, en créant notamment de grandes exploitations agricoles sur la plaine orientale, favorisées par l'État. Le plan d'action régional, plan de développement de la Corse, qui a démarré au milieu des années 50, non seulement prévoit, mais a réalisé des fermes avec tout un équipement moderne. Ça a été réalisé grâce à une action efficace de l'État. Et l'idée, c'est de remettre ces lots aux agriculteurs corses. Or, il se trouve que sur les 18 lots, les premiers 18 lots équipés par la Somivac, c'était la mise en valeur agricole de la Corse, eh bien, sur les 18, 16 vont à des rapatriés d'Afrique du Nord, un va à un rapatrié de Guinée et un seulement à des Corses, un ou deux à des Corses. Donc, il y a là une inéquité et le sentiment véritablement d'avoir été floué. On voit beaucoup de contestations, beaucoup d'inquiétudes poindre au Conseil général de la Corse, parmi les élus corses, par rapport à la façon dont la Somivac, la Société de mise en valeur de la Corse, distribuait les terres. On répondait simplement que la Corse devait participer, comme les autres régions françaises, à ce programme national fondé sur la solidarité et qui, en plus, devait, soi-disant, permettre à la Corse de progresser. Parce que ces rapatriés avaient des connaissances en matière agricole qui étaient à l'époque très largement supérieures à celles des agriculteurs corses. Donc, je veux dire, ça devait être, comme on dit aujourd'hui de façon un petit peu trop répétitive et lassante, un processus gagnant-gagnant. Alors que sont perpétrés les premiers plastiquages de fermes de rapatriés, le cumul des problèmes et d'un sentiment de perte identitaire vont entraîner la création de plusieurs mouvements régionalistes qui vont dénoncer les politiques menées dans l'île et le système des clans. Ces mouvements régionalistes apparaissent parce qu'ils ressentent une insuffisance dans les analyses de mobilisation comme le mouvement du 29 novembre, qui ne considèrent pas assez, à leur opinion, il y a les problèmes véritablement spécifiques et culturels de la Corse. Paris est en avance, puisqu'il y a un engagement associatif dans les années 1950 qui se concrétise par exemple avec la création de l'Union nationale des étudiants en Corse, l'Union Corse en 1960, et enfin en 1963, l'Union Corse l'Avenir qui se définit comme mouvement régionaliste. Et en 1964, on a le premier groupe régionaliste qui apparaît en Corse, c'est le CEDIC, le Comité d'études et de défense des intérêts de la Corse, mené notamment par Max Simeoni. Les deux frères médecins Max et Edmond Simeoni vont finalement créer un nouveau mouvement qui va peu à peu s'imposer, l'ARC, l'Action régionaliste corse. Se crée l'ARC parce qu'il faut un mouvement de terrain. Il faut agir au niveau du terrain, non seulement pour la pédagogie, mais la pédagogie en l'illustrant par les combats ponctuels que l'on mène. On a toute une période où nous faisons énormément de choses. Nous sommes à l'initiative de 2 états généraux de la Corse, où il y a tout le monde.
nous sommes à l'initiative de réunions où nous demandons aux hommes politiques de condamner la fraude qui était massive. On est là pour éclairer tout le monde et qu'il y ait quelque chose de commun pour défendre la Corse. Ce dont m'ont souvent parlé mon père et mon oncle, c'est ce sentiment d'injustice et d'inéquité qu'ils ont ressenti, notamment lorsque, jeunes gens, au lendemain du bac ou de l'équivalent de l'époque, ils sont partis sur le continent pour faire des études à Marseille, mon oncle Max, mon oncle Roland, mon père Edmond, et qu'ils se sont rendus compte en fait de la différence de développement et de la différence de traitement entre les régions continentales et la Corse qui avait été en fait abandonnée pendant des décennies, voire pendant des siècles. Et ça a été cette révélation qui a sans doute été l'élément fondateur de leur prise de conscience et puis ensuite de leur engagement. Les étudiants corses de Paris, groupés autour de Dominique Alfonsi, puis ceux de Nice, se mobilisent aussi de plus en plus autour d'une revendication devenue récurrente, la réouverture dans l'île de l'université créée autrefois par Pascal Paoli. Je me rappelle par exemple que nous avions attaqué le Crous le jour du carnaval de Nice avec des masques. C'était assez incroyable. C'était pas méchant, hein, mais pour parler de la Corse, voilà. Il y a eu pas mal de choses de ce genre. Il y a eu des attaques sur tous les centres universitaires. Un soir, il y a 4 ou 5 petits commandos qui étaient intervenus, qui avaient jeté des pierres contre des vitres pour revendiquer l'université. Et la revendication de l'université, elle s'est faite principalement à travers l'influence qu'ont eu les étudiants de Nice et puis d'autres qui s'organisaient désormais à Aix, à Marseille, à Paris. Et ça a été vraiment un moment majeur. À cette époque, la jeunesse affiche aussi une ferme volonté de préserver la langue corse et le chant traditionnel en train de disparaître. Ce phénomène de réappropriation culturelle, que l'on va appeler le riaquisto, se retrouve dans tous les modes d'expression, le théâtre, la poésie ou la peinture, mais surtout la chanson, avec l'apparition de groupes engagés. Le réaquisto, ça a été, on veut se réapproprier notre langue et notre culture qui a été étouffée par 2 siècles de présence française. On veut faire ressurgir un peu toutes les forces et la puissance du peuple. Et c'était un peu, à l'époque, les artistes se revendiquaient pas comme tels. Ils étaient les porte-parole du peuple corse. Ce sont des sentinelles qui nous protègent. Qui sont là et qui font barrière à tout ce qui peut être injuste et négatif pour la Corse. C'est une chanson qui porte la voix des groupes politiques et qui va colporter l'idée. Voilà. Donc, elle a peut-être à ce moment-là je ne dis pas plus, mais autant de valeur qu'un meeting politique, parce que la chanson, elle circule. Un événement va accroître le climat de tension qui s'est installé entre l'État et une partie de l'opinion publique insulaire, l'affaire des boues rouges. Les Corses découvrent qu'une entreprise chimique italienne, la Monte Edison, procède au déversement de produits toxiques entre la péninsule et l'île. Une réelle prise de conscience écologique s'empare alors de la Corse,
avec l'organisation de manifestations, dont celle de Bastia, qui se termine par un sac de la préfecture, entraînant l'arrestation d'un responsable communiste, Vincent Douriani, et d'Edmond Simeoni, qui avait pourtant empêché que certains ne s'en prennent physiquement au préfet. La radicalisation du mouvement régionaliste, sa transformation en nationalisme, intervient en 1973, du fait de multiples erreurs commises par le gouvernement, le refus d'ouvrir l'université, le refus d'autoriser l'enseignement facultatif de la langue corse, qui était possible pour le breton ou le basque depuis 1951, l'inaction face aux déchets chimiques de la société Montedison. Donc, on voit à cette époque, en 1973, d'un côté, les mouvements régionalistes qui disent devenir autonomistes. On voit pour la première fois peut-être le terme de nationalisme, notamment dans un éditorial de Max Simeoni en août 1973, « Je suis nationaliste corse ». L'ARC, l'Action pour la Renaissance de la Corse, est sans nul doute le mouvement autonomiste le plus puissant et le plus populaire de la Corse. Un mouvement composé de militants résolus et dont la jeunesse, la grande majorité, se déclare prête à ne reculer devant aucun moyen pour la renaissance de l'île. L'ARC, c'est tout simplement le reflet du peuple corse et de la diaspora, de l'exil, qui tout simplement cherche les voies du salut. Mais la solution pour vous, quelle est-elle? Vous voulez quoi au fond? Nous voulons tout simplement un statut d'autonomie interne au sein de la République française, ce qui exclut le séparatisme, comme je l'ai déjà dit, puisque nous ne revendiquons ni les affaires étrangères ni la défense nationale. Par contre, dans tous les autres domaines, à savoir la formation des hommes, le développement économique et social, nous entendons avoir nos propres lois. À cette époque, deux mouvements clandestins voient le jour. Le FPCL, Front Paysan Corse de Libération, qui s'est fait connaître en plastiquant un navire de la Montedison, et Giustizia Paolina, qui n'hésite pas à plastiquer une caravelle. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que les gouvernements face à ça ont... Et quand je parle des gouvernements, je parle des Corses qui étaient aussi dans ces gouvernements, de tous ces Corses qui avaient des postes à Paris, dont des gens de ma famille, hein, je ne les épargne pas du tout. Au lieu de prendre conscience qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait là et qu'il fallait réellement le prendre au sérieux, l'ont un peu traité comme si c'était du folklore. Les responsables politiques de l'époque n'ont pas pris conscience qu'il fallait vite canaliser des mouvements contestataires. Quand on parlait des événements violents de la Corse, je me souviens que les uns et les autres minimisaient la gravité et l'importance. J'étais plus jeune qu'eux et j'étais plus conscient, non pas plus intelligent, mais plus conscient qu'il y avait de la gravité là où ils n'en voyaient pas parce qu'ils pensaient qu'eux, avec leur expérience et leur âge et leur qualité, ils étaient en mesure de dominer. Or, on ne domine pas une vague, on la subit. Et si le vent s'ajoute à la vague, ça devient une tempête. La tempête va se produire sur la plaine orientale, à Aléria, au mois d'août 1975. Edmond Simeoni et des militants de l'ARC décident de mener une action symbolique en occupant une cave viticole d'un rapatrié pour dénoncer la question de la répartition de la terre et des méthodes frauduleuses employées par certains de ces agriculteurs. L'histoire de dénoncer la chaptalisation, le vin, pour nous, on ne savait même pas ce que ça voulait dire, c'est clair. Nous, on était là, on était quelques jeunes étudiants, on était 4 ou 5, on était dans la cave pour poser le problème politique corse. Et je crois qu'Edmond Simeoni, c'était exactement aussi ce qu'il souhaite faire. Face à ce qu'il considère comme une provocation, le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, décide d'employer les grands moyens. Devant le refus des occupants d'obtempérer, l'assaut est lancé. L'affrontement tourne au drame. 2 gendarmes sont tués et un militant nationaliste blessé. Edmond Simeoni préfère se rendre, tandis que ses compagnons parviennent à évacuer.
on était là certainement pas pour en découdre. Personne ne pensait que ça allait prendre cette ampleur et que surtout qu'il y aurait mort d'homme. Parce que personne ne peut s'en réjouir, et pas seulement maintenant, parce que ce serait facile, mais même sur le moment, c'est quand même traumatisant. L'action d'Alier est un tournant. Initialement, c'est une action qui avait principalement une portée symbolique. Elle devait se terminer par une sorte de meeting. L'État a décidé de répondre de la plus mauvaise des manières. C'est-à-dire que face à une douzaine ou une quinzaine de personnes en survêtement avec des fusils de chasse, on a envoyé, de l'aveu de l'État lui-même, 1200 membres des forces de l'ordre. On l'a dit beaucoup plus parfois, 1200 membres des forces de l'ordre avec des moyens militaires, comme des blindés légers. Je veux dire, cette disproportion des forces utilisées, elle a créé un choc moral, ce qu'on appelle un choc moral. Il y a énormément de Corses qui n'étaient pas, à cette époque, sympathisants autonomistes, ont été choqués. Quelques jours plus tard, l'ARC est dissous en Conseil des ministres. D'importantes forces de l'ordre se déploient dans Bastia, provoquant une nuit d'émeute qui se solde une nouvelle fois par la mort d'un CRS et plusieurs blessés dans chaque camp. Max Simeoni appelle au calme, tout comme son frère Edmond du fond de sa cellule. Mais face à la réaction de l'État et aux nombreuses arrestations, certains militants ne vont pas les écouter et décident au contraire d'aller plus loin et de faire usage de la violence politique avec une nouvelle revendication, l'indépendance. Ces attentats sont revendiqués par le Front National de Libération, un nouveau mouvement clandestin qui se veut le résultat d'une union des nationalistes corses et la dernière étape de ce qu'ils appellent 10 ans de lutte des nationalistes. M. Max Simeoni a déclaré ce matin que ces attentats étaient inopportuns et contraires à la tactique adoptée par tout le monde, c'est-à-dire le calme, attitude qu'il convenait de garder jusqu'au procès de son frère le 17 mai prochain. Un certain nombre de militants, après Alir, il y a quelques mois après Alir, ont décidé de créer le FLNC, c'est-à-dire de créer un mouvement clandestin, ce qui était le moyen technique de continuer une lutte considérée comme plus efficace, une lutte avec usage de la force, sans bien sûr le faire dans des conditions telles qu'on finirait immédiatement en prison. Et dès ce moment, il y avait ceux qui soutenaient la clandestinité, j'en ai fait partie dès l'âge de 16 ans, lorsque la clandestinité est née, d'autres qui réprouvaient la clandestinité, généralement des autonomistes. Donc on voit quels sont les deux grands courants historiques qui se sont développés dès le milieu des années 70. En 1978, alors que les plastiquages se multiplient, le président Valéry Giscard d'Estaing se rend lui-même en Corse pour donner sa position. L'action qui sera poursuivie ici ne dépend pas de la conjoncture, qu'elle soit calme ou qu'elle soit agitée. La France est décidée à faire de la Corse, avec les Corses, une île heureuse, prospère et ouverte. Le discours sous la période Giscard d'Estaing, qui relayait le discours aussi sous la période précédente, c'était de dire il n'y a pas de problème corse, il y a des problèmes en Corse, et les problèmes corse, ce n'est pas les problèmes des institutions, c'est les problèmes du développement. Donc faisons du développement, faisons de l'investissement massif en Corse, remontons le niveau de vie des Corses et le niveau d'équipement qui est le leur, et les choses rentreront progressivement dans l'ordre parce que tout ça repose sur un terreau favorable vu les amertumes, les insatisfactions qui existent en Corse. Je pensais quand même qu'il fallait aller au-delà et que le moment était venu pour offrir à la Corse un statut plus adapté à l'insularité, tout simplement. Mais le président Giscard d'Estaing affiche aussi une ferme volonté de lutter contre les plastiqueurs. Dès 1978, plusieurs membres du FLNC sont arrêtés et sont alors traduits devant une juridiction d'exception créée contre l'OAS 20 ans plus tôt, composée de juges et de militaires. La Cour de sûreté de l'État qui avait condamné Edmond Simeoni à 5 ans de prison. Un tribunal dénoncé aussi bien par les nationalistes que par la gauche, qui réclame sa suppression. Il y a eu beaucoup de convergences et il y a eu même du soutien qu'on a apporté
aux nationalistes quand ils étaient devant la Cour de sûreté d'État. C'était pour des raisons de principe et aussi parce que la Cour de sûreté d'État, qui est une cour militaire, on la contestait. Il y a eu 3 témoignages de dirigeants communistes pour défendre des militants nationalistes. Je peux citer le nom des intervenants, c'est-à-dire à la fois Léon Miguel, qui était un dirigeant de la Résistance, Albert Ferrage, qui était secrétaire fédéral et dirigeant de la Résistance, et Dominique Bouquin, qui était maire de Sartène. On défendait les jeunes, parce que c'était souvent des jeunes qu'on connaissait, qui étaient engagés là-dedans. On défendait leur liberté, tout en condamnant leurs actes. À cette situation déjà tendue, viennent se greffer des actions dites barbouzardes. Des groupes pro-français décident de répondre à la violence par la violence, comme en 1980, lorsqu'un commando de l'organisation Francia projette d'éliminer un militant nationaliste à Bastelica. Les membres du groupe sont capturés par leur cible et ses compagnons, qui les prennent en otage dans l'hôtel Fesch à Ajaccio pour dénoncer la réalité de ces actions. D'impressionnantes forces de l'ordre encerclent les lieux et l'opération tourne à la guerre civile. Un CRS est tué par un manifestant et 2 civils sont abattus par les forces de l'ordre. La réprobation de la population insulaire est générale et provoque de grandes manifestations. « 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. » En 1981, la gauche arrive au pouvoir, avec de nombreuses mesures destinées à régler les problèmes en Corse. L'amnistie des prisonniers, l'ouverture de l'université votée sous Giscard, mais surtout une avancée institutionnelle. J'ai toujours eu l'idée, comme Gaston Defferre, qui était un peu mon maître en politique, qui était d'ailleurs mon mentor, qui était comme un oncle en vérité, quand j'étais jeune député, que la décentralisation, qui était un objectif qu'on voulait atteindre pour la France entière, était particulièrement nécessaire en Corse. On constatait déjà à l'époque à travers l'Europe que la plupart des régions insulaires d'Europe avaient un statut particulier. C'était vrai pour Madère, c'était vrai pour la Sardaigne, pour la Sicile, c'était vrai pour la Crète en Grèce. Donc c'était comme une espèce d'évidence socio-économique ou historique, politique. Donc cette idée-là, elle a été introduite par Gaston Defferre. Tout de suite, il a mis en chantier un statut particulier pour la Corse. Mais dans une île où le Parti socialiste est très faible, ce nouveau statut qui crée une assemblée de Corse se heurte alors à l'opposition des élus locaux, qui y voient notamment une concession faite aux nationalistes. Le statut particulier de la Corse, il a été proposé ou imposé? Il a été imposé. Quand il a été imposé, a-t-il été conçu pour servir la Corse dans ses aspirations profondes et a-t-il été conçu avec les moyens qu'il fallait pour répondre à ces aspirations? Non. On crée une assemblée de Corse qui n'a pas plus de pouvoir au départ que les conseils régionaux. Il y a beaucoup de mots, l'assemblée de Corse, parle beaucoup, mais en réalité, le contenu concret, en termes de pouvoir, d'influence, de moyens, est quasi inexistant. Grâce au mode de scrutin proportionnel, de nombreux nouveaux élus vont siéger dans cette assemblée, dont les autonomistes conduits par Edmond Simeoni. Mais les indépendantistes qui trouvent que le statut ne va pas assez loin refusent de participer à ce qu'ils considèrent comme un piège, à Trapula. La veille de l'élection du premier président de l'Assemblée de Corse, l'homme de gauche Prosper Alfonsi, une vague de plasticage secoue l'île. Les indépendantistes, les proches du FLNC, refusent ce principe de participation électorale, dénoncent un piège de l'État. Malgré tout, ils voient que nombreux de leurs sympathisants ont voté autonomiste et se disent qu'ils ne peuvent pas abandonner ce terrain. Donc dès 1983, ils se présentent aux élections municipales. Et en 1984, suite à une dissolution, il y a de nouvelles élections régionales, et ils se présentent eux-mêmes. Ils obtiennent 3 élus, le même nombre que le mouvement autonomiste. À partir de 1984, les 2 tendances du nationalisme sont représentées à l'Assemblée de Corse, désormais dirigée par le chef de la droite insulaire, Jean-Paul de Rocazera.
Mais les plastiquages ne cessent pas pour autant. Les années 80 seront marquées par de violents affrontements entre les nationalistes et l'État, soutenus par les partisans de la Corse française, avec même plusieurs assassinats. Cette double stratégie du fusil et du bulletin de vote, qui était suivie par leurs homologues nord-irlandais ou basques, veut dire c'est quelque chose d'assez classique. Quelque chose d'assez classique veut dire on se présente aux élections pour mobiliser nos électeurs, pour transmettre nos messages, mais en même temps on continue les attentats parce que on considère que c'est un moyen de pression qui est absolument indispensable à la poursuite des objectifs. En 1988, après 2 ans de cohabitation avec la droite, François Mitterrand est réélu président de la République. Dans un souci d'apaisement, le gouvernement dirigé par Michel Rocard propose une nouvelle réforme institutionnelle pour la Corse, confiée au nouveau ministre de l'Intérieur Pierre Joxe, qui succède à Charles Pasqua. Pour moi, l'essentiel, c'était la paix, qu'on revienne à la paix civile, dans l'intérêt de tout le monde, y compris que ceux qui se réclamaient du nationalisme ou qui, sans être nationalistes, voulaient une certaine liberté culturelle, en particulier sur la langue corse, se sentent bien dans leur pays et que s'il fallait passer par un statut révisé, je dis bien révisé parce que moi j'avais commencé par soutenir le statut de Defer. Je pensais que la démarche était bonne. C'est avéré que ce n'était pas tout à fait suffisant. Ben, on a cherché une autre formule. Il n'y a aucun statut, vous savez, qui soit parfait. Bon, alors on pense tout le temps, on change tout le temps des lois. Pourquoi est-ce qu'on change les lois? Parce que les idées changent, parce que les situations changent. Dans le cas de la Corse, on a changé, puis depuis 30 ans, on n'a pas changé là-dessus. Tant mieux, pourvu que ça dure. Le statut Joxe a apporté des compétences nouvelles et des moyens nouveaux dont progressivement les autres régions ont bénéficié dans les lois de décentralisation ultérieures, notamment les lois Raffarin pendant les années 2000. Donc la Corse a toujours eu un temps d'avance par rapport aux autres régions. Et surtout l'idée qui venait de moi et qu'on avait négociée préalablement dans les échanges que nous avions eus avec Joxe et son cabinet, c'était la séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir délibératif de l'Assemblée pour anticiper ce que pourrait être l'évolution de la Corse vers une région autonome. Dans les Länder allemands, dans les régions espagnoles, dans les régions italiennes, il y a un président d'Assemblée et un président d'exécutif. C'est ce qu'on a fait pour la Corse, sans aller jusqu'au bout de la logique, puisque bon, la part d'autonomie est restée relativement limitée malgré des transferts de compétences, mais on a séparé les deux fonctions. Pierre Joxe accepte même de mettre comme article premier de son statut une revendication des nationalistes, la reconnaissance du peuple corse. Mais il ne satisfait pas les plus durs, qui ne veulent pas de la précision figurant dans le texte de peuple corse, composante du peuple français, et s'attire aussi bien les foudres de l'opposition que de son propre camp. Il y a un problème qui m'avait choqué à l'époque, c'est que, en effet, personnellement, j'avais accepté l'idée d'introduire dans le texte l'idée, le fait qu'il y a un peuple corse. Donc tout allait bien, pensions-nous, lorsque certains, y compris de mes amis politiques, des amis comme ça, il faut s'en méfier, mais enfin, ça arrive, ont combattu l'idée du peuple corse, comme si c'était une atteinte à la, je sais pas, à la République. Bon, ça a été voté à l'Assemblée. J'avais une majorité à l'Assemblée. Mais ça a été transféré au Conseil constitutionnel, où je ne siégeais pas encore, j'ai siégé beaucoup plus tard. Et le Conseil constitutionnel, je ne dirais pas dans sa sagesse, mais le Conseil constitutionnel, à l'époque, a cru devoir faire tomber cette phrase. Aux élections de 1992, les listes nationalistes remportent plus de 20% des suffrages. Mais ce sont des hommes de droite qui vont devoir mettre en place cette nouvelle collectivité territoriale créée par la gauche, avec Jean-Paul de Rocazera qui se maintient à la présidence de l'Assemblée, et Jean Badjogne qui devient président de ce nouveau conseil exécutif, sorte de gouvernement de l'île. Président du conseil exécutif, j'invite à venir prendre place à ma droite. En 1992, et j'en parle volontiers puisque j'ai été le premier président du premier conseil exécutif de Corse, en 1992, même si nous n'avions pas tout ce que nous voulions, nous ne manquions pas de moyens
pour entreprendre le développement. Et nous l'avons entrepris. Je vais même dire mieux, nous l'avons réussi. Nous sommes passés d'une ère à une autre. Il suffit de se souvenir de l'évolution de nos infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, culturelles. Tout ceci, c'était vraiment le développement, la croissance. Et nous avions des moyens exceptionnels, pas suffisants, mais nettement supérieurs à ceux que nous avions connus par le passé. Mais dès les discussions entamées avec Pierre Joxe, le mouvement clandestin en proie à des dissensions internes se divise. Deux FLNC cohabitent désormais, le canal historique et le canal habituel, avec leur vitrine légale, à Concolta et le MPA. Chacune revendiquant la légitimité, afin notamment de participer aux négociations secrètes de paix organisées par plusieurs ministres de l'Intérieur. Je crois qu'il y a eu effectivement, à certaines périodes, la course au statut d'interlocuteur privilégié. Donc c'est ce qui explique partiellement ce qui s'est passé dans les années 90 et qui a été une véritable catastrophe pour le mouvement national et pour la Corse. Effectivement, Paris a joué donc, sur les concurrences, donc les divisions à un moment donné, ce qui ne nous exonère pas, nous, les nationalistes corses, de nos responsabilités, puisque nous sommes tombés dans le piège. Lorsqu'il y a eu la fameuse rupture officielle, historique, j'étais un des responsables des officiels, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu véritablement de scission sur le fond. C'était des scissions tribales qui avaient eu lieu. Je me suis dit, on ne pourra jamais s'en sortir comme ça. Ce sera même catastrophique, il y aura même, et je l'ai annoncé dans des documents internes qui font foi, il va y avoir, on fait le jeu de l'État et on va finir par une guerre civile. Ce qui a eu lieu malheureusement, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de gens qui se sont entretués. Dans les années 90, les deux mouvements clandestins vont connaître une véritable guerre fratricide. C'est pour mettre fin à cette situation qu'en février 1998, en pleine cohabitation entre le président de droite Jacques Chirac et son premier ministre socialiste Lionel Jospin, un groupe dissident décide d'accomplir un acte destiné à provoquer un électrochoc. C'est à 21h15 que Claude Érignac a trouvé la mort. Le préfet de la région Corse a été assassiné devant le complexe de loisirs du Calisté, en plein centre d'Ajaccio. Claude Érignac se rendait avec son épouse à un concert. Il venait de descendre de sa voiture lorsque deux personnes, peut-être plus, se sont précipitées sur lui. Ils ont tiré plusieurs coups de feu dans le dos de Claude Érignac. Pour moi, c'est la stupeur et aussi le dégoût. Comment on a pu assassiner lâchement un préfet désarmé, allant au théâtre avec son épouse. C'est d'ailleurs une indignation et une émotion générale en Corse et évidemment dans toute la France. Des dizaines de milliers de Corses descendent dans la rue pour rejeter la violence et réclamer une solution politique. C'est la plus grande manifestation populaire dans l'île depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'État, lui, réagit en envoyant un nouveau préfet choisi par le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement, Bernard Bonnet, chargé de rétablir l'ordre en Corse. Il va y avoir une enquête extrêmement poussée, même d'ailleurs plusieurs enquêtes extrêmement poussées qui vont partir dans tous les sens, avec des arrestations massives. Et l'État jouera le jeu de la répression, peut-être d'ailleurs un peu trop fort, ce qui permettra de ressouder un peu la population de l'île, qui vivra quand même un peu assez mal des arrestations de gens qui étaient parfois extrêmement éloignés des nationalistes clandestins. Mais quelques mois plus tard, un nouvel événement va encore provoquer une onde de choc. La France découvre avec stupeur que le préfet Bonnet et des gendarmes ont incendié une paillote dans le golfe d'Ajaccio. Les Corses étaient jusque-là stigmatisés, mais c'est maintenant la crédibilité de toute l'action institutionnelle qui est atteinte. Le dérapage du préfet créait une situation nouvelle parce que ça pouvait introduire une défiance dans l'État et un retournement de la question de l'État de droit. Il fallait donc, en pensant
aussi à la paix civile, à la réconciliation. Il fallait donc prendre une initiative politique. À la demande des élus insulaires, à l'automne 1999, le Premier ministre Lionel Jospin accepte d'engager un processus de discussion avec l'ensemble des courants représentés à l'Assemblée de Corse, y compris ceux qui soutiennent la clandestinité. Un point qui va susciter le mécontentement de deux ministres, Jean-Pierre Chevènement et Émile Zuccarelli. J'étais donc au gouvernement. Il a annoncé qu'il allait ouvrir le dialogue avec tous les élus du suffrage universel de Corse. Bon, et moi, je lui ai dit, tu ne peux pas engager avec tous les élus du suffrage universel, fussent-ils élus du suffrage universel, s'ils n'ont pas quand même renoncé, d'abord, préalablement, à l'usage de la violence comme arme du débat politique. Ça me paraissait quand même incompatible. Là-dessus, nos positions, car lui il était engagé dans son ouverture, ne pouvaient que diverger, et ça s'est terminé par mon limogeage, tout à fait logique et normal. Il n'y a rien à dire. On est dans des accords avec le Premier ministre, on saute. L'idée et la méthode étaient de discuter avec l'ensemble des élus de la Corse. Je ne vois pas comment, démocratiquement ou légitimement, on aurait pu exclure de ces discussions des élus légitimes de la Corse parce que leur option politique ou leur opinion était favorable à l'indépendance. Mais je voudrais préciser ici très clairement, à aucun moment, ni moi-même, ni mes collaborateurs n'ont rencontré, à part les indépendantistes, pas plus d'ailleurs, qu'ils n'ont rencontré d'autres groupes. C'est avec l'ensemble que nous avons discuté. Nous étions tous autour de la table et les choses se sont passées de la manière la plus simple possible. Chacun a eu l'occasion de prendre la parole, d'exposer les revendications de son courant politique, de dire ce qui était possible, ce qui ne l'était pas à son sens. Et très vite, je crois, la situation s'est détendue, sauf de la part de M. Chevènement, qui était assez raide, vous l'imaginez. Et à un moment donné, Paul Costal m'a fait observer qu'il nous regardait de manière insistante et assez inamicale, pour tout dire. Bon, mais enfin, ça c'est anecdotique et ça n'avait pas beaucoup d'importance compte tenu de son poids dans le dispositif gouvernemental à ce moment-là, puisque Lionel Jospin avait décidé clairement d'avancer. Et nous avons avancé. Tous ceux qui étions autour de cette table n'avions pas la même motivation. Je me souviens avoir été, non pas mis en minorité, il n'y avait pas de vote, mais avoir eu des difficultés à faire passer mes messages. Personne n'avait envie de tenir des propos sévères à l'égard des nationalistes, parce que les nationalistes étaient là et qu'il y avait des gens qui aimaient plaire. Mais Lionel Jospin a eu cette année-là le souci de faire taire la violence et de répondre à nos attentes par des avancées institutionnelles que je salue et par des moyens exceptionnels économiques que je salue encore plus. Le processus de Matignon n'a pas atteint tous ses objectifs, du simple fait des limites constitutionnelles et politiques de l'époque. Initialement, on prévoyait que les élus corses seraient dotés d'un pouvoir général d'adaptation des règlements nationaux. Le Conseil d'État a dit que ce serait inconstitutionnel. Les députés l'ont retiré du projet de loi. Le gouvernement pensait qu'on pourrait donner aux élus corses un pouvoir d'expérimentation législative. Le Conseil constitutionnel l'a censuré. Et enfin, ce processus de Matignon envisageait une seconde phase. On envisageait une seconde phase constitutionnelle. Constitutionnelle qui, bien évidemment, dépendait des résultats des élections de 2002. Et l'élimination de Lionel Jospin au premier tour des présidentielles a sonné le glas de cette seconde phase. Le projet de simplification administrative, destiné à fusionner la région et les deux départements, sera soumis à référendum en 2003 par le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Il sera rejeté par les Corses, en pleine arrestation d'Yvan Colonne,
l'assassin présumé du préfet Erignac. Mais les idées font leur chemin. Lorsqu'en 2010, la gauche gagne pour la première fois les élections territoriales depuis 26 ans, le nouveau président du Conseil exécutif défend plusieurs idées proches des nationalistes pour régler les problèmes de l'île, comme un statut de résident pour accéder à la propriété, la co-officialité de la langue corse et même une avancée vers une plus grande autonomie. Qu'on puisse adapter des lois au plan local, qu'on puisse même prendre certaines initiatives qui sont nécessaires au plan local à l'évolution de la législation, je ne vois rien de choquant à cela. Et je ne suis pas tenu par les tabous. À partir du moment où ce sont des choses qui peuvent se faire dans tous les pays civilisés que j'ai cités, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et sans doute d'autres en Europe, j'estime que ce n'est pas un crime d'État. En 2015, un véritable séisme se produit dans la politique insulaire. Après le dépôt des armes du FLNC l'année précédente, les nationalistes unis remportent les élections territoriales. L'autonomiste Gilles Siméone devient président du conseil exécutif sous les yeux de son père Edmond. Ce succès sera réitéré au scrutin suivant, puis en 2021, où les nationalistes divisés remportent tout de même près de 70% des suffrages. Gilles Siméone obtenant même pour la première fois de l'histoire de l'Assemblée de Corse la majorité absolue. Désormais à la tête d'une collectivité unique, créée sous la présidence de François Hollande, il est déterminé à convaincre l'État d'accepter les idées défendues par sa famille politique depuis 50 ans. Si l'État aujourd'hui refuse obstinément d'aller vers un véritable dialogue et d'envisager une solution qui soit une solution à la fois audacieuse et conforme à un droit qui reste à construire, c'est aussi parce que l'État et la société française sont confrontés aujourd'hui à des angoisses profondes quant à leur propre devenir. Et la question corse est aussi otage en quelque sorte des logiques de communautarisme, de crainte de dislocation de la société française, soit sous l'effet du communautarisme religieux, soit sous celui des particularismes régionaux et quelquefois de la combinaison de ces facteurs. Donc moi ce que je dis c'est que aujourd'hui, il y a une aspiration profonde et ancienne en Corse à la reconnaissance de ce que nous sommes collectivement et une volonté aussi des Corses, de ce peuple, de maîtriser aussi largement que possible leur choix essentiel. C'est une aspiration qui est profondément démocratique. Ça ne veut pas dire l'autarcie, ça ne veut pas dire la rupture. Donc il faut trouver un chemin pour construire ensemble au plan politique et au plan juridique. Moi, j'ai confiance. Après des décennies de contestation et de confrontation, les autonomistes au pouvoir dans l'île et l'État doivent aujourd'hui trouver des solutions pérennes pour la Corse, qui demeure en grande difficulté. Confrontée à une grande précarité de sa population et à une spéculation immobilière galopante, elle doit enfin trouver les voies d'un avenir serein.